allons d'abord entendre Julien Talpin qui va faire un panorama des restrictions des libertés, avec aussi un petit regard international, car la France n'est malheureusement pas un cas isolé, et les stratégies de riposte. Et Julien Talpin, qui est directeur de recherche au CNRS et animateur de l'Observatoire des libertés associatives. Il représente la coalition qui regroupe des associations et chercheurs avec comme objectif de proposer des stratégies de riposte contre les répressions subies par le secteur associatif, ce qui est aussi un sujet très important que nous connaissons bien, et donc nous allons écouter avec intérêt ces observations. Bonjour à tous et toutes, très heureux d'être avec vous cet après-midi, merci pour l'invitation. Quelques mots pour dire un peu d'où je parle. Donc moi je ne suis pas spécialiste de la Palestine ou même des mobilisations en soutien à la cause palestinienne. Moi je travaille, j'ai un peu deux volets en fait dans mes recherches. D'un côté je travaille sur la question du racisme, des discriminations et de l'islamophobie. J'ai publié, j'en profite pour faire un petit peu de pub, un ouvrage récemment qui s'appelle « La France, tu l'aimes mais tu la quittes » sur des Français notamment de confession musulmane qui quittent la France pour mettre à distance le racisme et les discriminations dont ils sont l'objet. Et j'ai un deuxième volet, c'est surtout de ça dont je vais vous parler cet après-midi, où je travaille donc sur les formes de restriction et de répression, notamment institutionnelles, que rencontre le secteur associatif aujourd'hui. Moi je travaille notamment sur les mobilisations issues des quartiers populaires, mais le travail qu'on mène avec l'Observatoire des libertés associatives est plus large et transsectoriel. Donc deux mots sur cet observatoire qu'on a constitué maintenant il y a 5 ans, qui vise donc à documenter les formes d'attaque et de restriction des libertés associatives, quels que soient les secteurs, et j'en donnerai quelques exemples dans un instant. Observatoire donc qui s'inscrit dans une dynamique associative en fait plus large, qui se sont regroupés il y a quelques années en fait pour riposter face aux attaques contre les libertés associatives. Je vais essayer de dresser un peu un panorama et puis d'évoquer quelques pistes sur comment répondre à ce contexte autoritaire et répressif croissant, même si on peut espérer que la situation bouge dans les semaines qui viennent. Avant ça, je vais essayer d'évoquer quand même le traitement spécifique des mobilisations en faveur de la Palestine ces derniers mois, qui ont connu une répression d'une rare intensité, et de replacer en fait ce traitement spécifique dans le contexte plus large de répression des mouvements sociaux et des libertés associatives en France et un peu en Europe. Alors premier point, alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je pense, mais les mobilisations en faveur de la Palestine ont connu, notamment depuis le 7 octobre, une répression d'une rare intensité. Et moi qui travaille sur ces questions d'un point de vue transsectoriel depuis plusieurs années, je dois reconnaître, même s'il ne s'agit probablement pas de faire de palmarès ici, que les mobilisations en faveur de la Palestine se placent tout en haut en matière d'intensité de la répression des mondes associatifs ces dernières années. J'ai beaucoup travaillé en lien avec mes recherches sur la répression des mobilisations contre l'islamophobie et des mobilisations émanant d'acteurs associatifs musulmans. Et c'est probablement un peu à touche-touche en fait. On assiste ces dernières années, j'en viendrai dans un instant à la loi séparatisme, à un démantèlement en règle de la société civile musulmane avec des dissolutions, etc. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. On avait d'ailleurs publié notre deuxième rapport avec l'Observatoire sur la chasse aux sorcières contre les associations de lutte contre l'islamophobie, avec par exemple la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, mais on a bien d'autres exemples. Et on avait à l'époque pointé la spécificité du traitement institutionnel de ce secteur associatif-là. Je dois reconnaître que depuis le 7 octobre, les mobilisations en faveur de la Palestine connaissent elles aussi une répression d'une rare intensité. Alors quelques exemples, et je dois dire en fait qu'on manque en fait de documentation systématique en fait des formes de répression qui ont ciblé la solidarité avec Gaza ces derniers mois. Alors peut-être que la FPS le réalise, mais je pense qu'il y aura un travail à faire, et peut-être je lance un appel, j'en profite. On réalise en fait à la fois des rapports et des enquêtes un peu transsectoriel, mais aussi ciblé sur certains secteurs du monde associatif. On est en train de finaliser là par exemple un rapport
sur les formes de criminalisation de la solidarité des associations et des militants qui viennent en soutien aux migrants et aux réfugiés, on pourrait tout à fait imaginer la même chose en faveur de la solidarité avec la Palestine. Ça mériterait probablement une enquête spécifique. Alors quelques éléments malgré tout qui ne vous surprendront pas. Interdiction de manifestations qui sont accusées de troubles à l'ordre public, avec près d'une cinquantaine de référés liberté ces derniers mois. Des amendes et des gardes à vue pour participation à manifestations et rassemblements interdits. Des poursuites pour apologie de terrorisme à l'égard de syndicalisme, d'étudiants, de députés. L'accusation d'antisémitisme étant probablement la forme de disqualification la plus violente et la plus irrémédiablement disqualifiante qui puisse exister aujourd'hui dans l'espace public français. Et donc il y a quelque chose quand même d'extrêmement dur qui s'est passé ces derniers mois, et c'est important de le rappeler. Et je n'évoque ici que les éléments les plus patents. Je pense que vous avez tous ici, et on pourra y revenir dans la discussion, des exemples de formes d'entrave, parfois discrètes, à vos activités militantes. Un point qui est probablement important à rappeler, c'est le caractère global en fait de cette répression des mobilisations en solidarité avec Gaza. Alors là aussi, on manque encore d'enquêtes systématiques, mais de la même façon, on a assisté en Angleterre, aux États-Unis, et je crois tout particulièrement en Allemagne, à des interdictions de manifestations et de rassemblements, des dissolutions d'associations, à aussi des formes de disqualification extrêmement dures, avec le stigmate d'antisémitisme qui était assez systématiquement accolé aux mobilisations anti-sionistes. Je crois que l'Allemagne se distingue de ce point de vue-là, mais probablement qu'il faudrait mener des enquêtes comparatives un peu systématiques pour interroger la spécificité française de ce point de vue-là, mais je pense qu'on n'a probablement pas à rougir de ce point de vue-là. Deuxième point qu'il faut rappeler, et là, nous, le travail qu'on mène avec l'Observatoire et la Coalition a commencé plus ou moins en 2018-2019, et déjà à l'époque, nous étaient remontées des formes de restriction ou de répression ou de criminalisation de mobilisation associative en faveur de la Palestine. Et tout n'a évidemment pas commencé le 7 octobre. Alors là, je ne vais pas lister une multiplicité d'exemples et de cas. Un des cas qu'on avait documenté, c'était l'histoire par exemple d'une flottille en faveur de Gaza qui était partie depuis la Suède, je crois, et qui devait faire escale à Paris et qui n'avait pas pu au final accoster. Je rentre pas dans tous les détails, mais c'est évidemment de rappeler l'historicité au fond de ce phénomène-là, qui est loin d'avoir commencé évidemment le 7 octobre. L'autre élément tout à fait décisif de ce point de vue-là, c'est les tentatives de dissolution à l'égard de certaines organisations pro-palestiniennes, Urgence Palestine et Comité Action Palestine, alors qui n'ont pas été jusqu'au bout. On pourra y revenir dans la discussion, même si vous êtes peut-être plus expert que moi de ce point de vue-là, puisqu'elles ont été suspendues par le Conseil d'État. Mais on voit bien que depuis longtemps, les mobilisations en faveur de la Palestine sont dans le viseur des pouvoirs publics. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de réinscrire au fond ce traitement institutionnel répressif dans le cadre plus global dans lequel il s'inscrit et qu'on essaye de documenter donc avec l'Observatoire des libertés associatives. Si on s'est constitué en fait en 2018-2019, c'est que le monde associatif sentait poindre quand même un contexte institutionnel moins favorable depuis plusieurs années. Il y a un tournant probablement assez significatif de ce point de vue-là. C'est l'année 2015 en fait. Année 2015, pourquoi? Parce qu'elle voit d'un côté en fait une forme de victoire et de consécration en fait de la reconnaissance du fait et de l'autonomie associative. Alors il y a un truc qu'on a un peu oublié depuis parce que ça n'a jamais véritablement appliqué, mais c'est là, et il n'est pas resté dans l'histoire pour cela, c'est la circulaire Valls qui est venue en fait clarifier un peu les modalités d'attribution des subventions, inviter à une forme de transparence et inviter également à la multiplication des CPO, au fond des conventions d'objectifs et de moyens pour favoriser au fond l'action associative. Mais la même année, c'est évidemment l'année 2015, celle des attentats qui ont touché le sol français et qui vont se traduire par un durcissement et un basculement assez fort quand même dans le traitement institutionnel de toutes les formes de mobilisation sociale et également dans le traitement institutionnel réservé au monde associatif.
qu'on essaie de défendre, au fond, avec l'Observatoire des libertés associatives, c'est ce qu'on appelle une approche large, au fond, du phénomène répressif et autoritaire. Au fond, depuis 2015, on a beaucoup parlé, et à juste titre, du traitement plus dur, au fond, et plus violent des mobilisations sociales et de la question des violences policières. Il y a eu les mobilisations contre la loi travail en 2016, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, y compris l'année dernière, les mobilisations contre la réforme des retraites ont fait l'objet d'un traitement policier particulièrement dur. Il y a eu également, depuis 2015, des évolutions législatives assez importantes avec l'entrée dans le droit commun de mesures qui étaient initialement pensées comme devant être exceptionnelles et relevant de l'état d'urgence, les lois SILT 1 et 2, la loi sécurité globale, qui ont favorisé aussi l'extension de mesures un peu exceptionnelles, notamment de surveillance et de fichage des militants. Mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et ce qu'on essaie de documenter, c'est aussi les formes, au fond, plus ordinaires de restriction des libertés associatives qui contribuent à rendre plus coûteuses, moins évidentes, l'engagement associatif et les mobilisations sous toutes leurs formes. Alors, on a publié un premier rapport en 2020 qui essayait justement de dresser un peu l'ampleur du panorama en partant, parce que c'est évidemment le plus scandaleux et le plus révoltant et important de le constituer en problème public, en partant des formes les plus dures de répression jusqu'à ces formes les plus discrètes. Et donc on a construit un peu une typologie des formes de répression associative qui vont donc de la répression judiciaire et policière, là je passe et vous l'avez tous à l'esprit, aux formes de répression administrative aussi, qui touchent les associations, mais aussi à des formes auxquelles on pense moins souvent, que sont l'ostracisation, par exemple, des associations, le fait d'être mis au banc d'un certain nombre d'espaces partenariaux ou de discussions collectives. Quatrième forme, c'est tout ce qui relève de la disqualification des militants et des associations. Et là, les mobilisations en faveur de la Palestine en savent quelque chose. Et là, on documente tout ce qui relève de la disqualification des mobilisations associatives quand elles sont qualifiées de séparatistes, de communautaristes, d'éco-terroristes. Et donc on a toute une gamme comme ça de catégorisation qui contribue à disqualifier les mobilisations associatives, à potentiellement mettre au banc les militants et à rendre plus coûteux l'engagement. Dernière forme de restriction des libertés associatives et qu'on essaye de documenter, de rassembler dans ce continuum, c'est toutes les formes, au fond, d'entraves matérielles à l'action associative, les difficultés à accéder à des locaux, des espaces pour se réunir, et également toutes les formes de restrictions financières, au fond, qui touchent les associations, les coupes de subventions, le non-renouvellement des subventions, qui, là aussi, contribuent à fragiliser, au fond, l'action associative. Et c'est quand on met bout à bout tous ces éléments-là qu'on se rend compte, au fond, du tournant historique qui a constitué 2015. Non pas que ces formes-là n'existaient pas au préalable, mais elles se sont très fortement intensifiées depuis 2015 avec la diffusion par capillarité du paradigme antiterroriste à toute forme de contestation sociale, pour le dire comme ça. Dans ce panorama-là, un élément important et une forme de parachèvement un peu de ce processus historique-là, avec le vote en 2021 de la loi confortant les principes de la République, la loi dite séparatisme, qui a des incidences importantes pour le monde associatif, avec l'extension des motifs de dissolution des associations qui initialement avaient été créées en 1936 pour lutter contre les ligues fascistes, mais qui depuis s'est fortement étendue à d'autres types d'acteurs militants. Et avant même le vote de la loi séparatisme de 2021, on avait en fait une intensification du recours à la dissolution administrative d'associations, sans commune mesure dans l'histoire, en fait, puisqu'on en est aujourd'hui à 35 dissolutions depuis 2020, depuis l'arrivée au pouvoir, en fait, de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur. Et là, il y a un tournant, quand même, qui est tout à fait significatif de ce point de vue. Alors, dissolution, et on pourra y revenir si ça vous intéresse, qui touche à la fois des groupes d'extrême droite, et ils essayent, ils sont quand même pas complètement idiots,
d'équilibrer au fond ce recours à cette pratique administrative-là, hein, avec pas mal d'organisations d'extrême droite, et y compris, je crois, ici, à Angers, certaines ont été ciblées, mais aussi des organisations de gauche ou d'extrême gauche, la GAL, le groupe antifasciste, l'acronyme m'échappe, le Bloc Lorrain également en Lorraine, récemment DEFCO, Défense Collective à Rennes. Il y a eu les soulèvements de la terre, finalement la dissolution qui a été suspendu par le Conseil d'État, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, et donc on voit bien combien cette arme initialement pensée pour lutter contre les ligues fascistes et des organisations qui visaient à lutter contre la République comme système institutionnel s'est étendue à d'autres acteurs militants. Un élément intéressant, et on mène des recherches justement là-dessus, sur les motifs au fond de dissolution, c'est qu'on a assisté aussi, au-delà de la fréquence du recours à la dissolution ces dernières années, à une transformation des motifs de dissolution. La loi de séparatisme étant, puisque c'est désormais le fait de s'en prendre à des biens qui peut vous conduire à la dissolution. C'est sur ce fait-là que les soulèvements de la terre étaient ciblés. Mais ce à quoi on assiste en fait depuis une vingtaine d'années, je pense que ça vous parlera, c'est un recours croissant à la dissolution sur le motif, au fond, de l'expression d'opinion et de prise de position qui sont jugées comme incitant à la haine et à la discrimination, puisque c'est sur ce motif-là que le CCIF, la CRI ou les organisations d'extrême gauche ont été dissoutes. Et donc on a une transformation assez significative de la dissolution administrative d'associations qui était au départ, qui ciblait des groupes violents et qui avaient recours à la manifestation armée dans la rue, hein, pour le dire comme ça, comme un outil au fond de police et de restriction de la liberté d'expression. Et c'est aussi à ce titre que des organisations pro-palestiniennes ont été ciblées. Donc loi séparatisme qui d'un côté étend les motifs de dissolution d'associations et d'un autre côté, de façon plus ordinaire, crée le contrat d'engagement républicain qui vient là de façon plus quotidienne restreindre les libertés associatives. Alors je ne rentrerai pas dans tous les détails en fait et les 7 motifs en fait que recouvre en fait le contrat d'engagement républicain, mais qui a pour incidence en fait de pouvoir conduire à des non-attributions ou à des retraits de subventions pour des associations dont on estimerait qu'elles ne respecteraient pas les principes de la République. On a tout un ensemble d'assauts qui ont été ciblés ces derniers mois par le contrat d'engagement républicain, qui ne sont pas celles pour lesquelles il avait été initialement conçu, qui ne sont pas des associations qui pourraient être de près ou de loin associées à des formes de terrorisme djihadiste, puisque les associations qui ont été ciblées à ce jour sont Alternatiba, à Poitiers et dans le Rhône, donc des associations écologistes, le planning familial à Chalon-sur-Saône, une autre asso écolo dans le Nord, l'AMRES, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, une association culturelle à Poitiers toujours, une compagnie de théâtre Arlette Moreau, des assos culturels et un peu écolo aussi sur le plateau de Millevaches. Donc on voit bien combien un outil initialement pensé pour lutter contre le terrorisme, pour le dire comme ça, en est venu à constituer un outil de disciplinarisation du monde associatif. Malgré tout, ce qu'on constate 2 ans après la mise en œuvre du contrat d'engagement républicain, c'est que sa mobilisation a été relativement modeste en fait, puisqu'on a 7 ou 8 associations qui directement ont été ciblées par le contrat d'engagement républicain et dont soit des collectivités, soit des préfectures ont demandé des retraits de subventions pour non-respect du CER. Preuve, s'il le fallait, que, au fond, il n'était peut-être pas nécessaire, au fond, de créer ce contrat d'engagement républicain et que, dans leur très grande majorité, les 1,5 million d'associations en France respectent les principes de la République. Malgré tout, il ne faudrait pas en conclure que, malgré cette mobilisation modeste du CER, au fond, celui-ci serait sans effet, puisque ce qu'on constate avec l'Observatoire dans nos premières enquêtes, c'est que les effets que ça peut avoir sont des effets indirecte au fond, à la fois parce que les pouvoirs publics qui, notamment après l'affaire d'Alternatiba où le tribunal administratif de Poitiers a cassé en fait l'usage du CER par la préfecture contre la ville de Poitiers et Alternatiba, au fond les pouvoirs publics ne mobilisent pas forcément le CER mais l'ont vaguement à l'esprit pour justifier une non-attribution ou un non-renouvellement de subvention. Au fond, il n'y a pas besoin du contrat d'engagement républicain puisque l'attribution d'une subvention est en droit discrétionnaire.
Et donc, voilà, il y a un effet de halo, au fond, autour du CER, où on l'a à l'esprit, on évoque les valeurs de la République, mais on ne va pas le mobiliser en droit, puisque, au fond, ce serait derrière juridiquement opposable, et les pouvoirs publics prendraient le risque, d'une certaine façon, comme ça a été le cas à Chalon-sur-Saône également, on pourra rentrer dans les détails si ça vous intéresse, ou à Poitiers, au final, le tribunal administratif a donné raison aux associations contre les pouvoirs publics. Au-delà de cet effet de halo où les pouvoirs publics, quand même, se sentent un peu les mains libres pour couper des financements de façon encore plus discrétionnaire que ça ne pouvait être le cas par le passé, ça peut avoir des effets d'autocensure. Pour le dire comme ça, moi je le repère et essaye de l'objectiver dans le secteur de l'éducation populaire, du travail social, où tout un ensemble d'acteurs associatifs, pour se prémunir de sanctions éventuelles, ne vont plus mener tout un ensemble d'actions, y compris d'ailleurs, je n'avais pas forcément pensé de l'évoquer, mais tout un ensemble de centres sociaux, par exemple, me disent ne pas aborder depuis le 7 octobre la question du conflit israélo-palestinien, parce qu'ils ont peur, au fond, que ça leur retombe dessus, que des propos qui seraient éventuellement tenus à l'occasion d'un débat se traduisent par des rappels à l'ordre, voire des sanctions financières par la CAF, la municipalité ou la préfecture. Donc un effet d'autocensure qui fait qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on menait jusque-là, qu'on ne mène pas, ou plus qui contribuent un peu structurellement à la dépolitisation du monde associatif, pour le dire comme ça. Moi qui travaille beaucoup, je vous l'ai dit, sur le monde associatif dans les quartiers populaires, ça peut avoir voilà, des effets tout à fait importants. Au-delà de la question palestinienne, c'est sur les questions d'antiracisme, de lutte contre les discriminations, de laïcité, qu'on est beaucoup plus frileux que par le passé. Et donc tout un travail de conscientisation, d'éduc-pop qu'on pouvait mener jusqu'alors, qu'on ne mène plus, si bien que des colères éventuellement légitimes, ne sont plus forcément travaillés dans des espaces collectifs et peut-être ressurgissent d'autres façons, par exemple à l'occasion des émeutes ou des révoltes de l'été dernier. Donc voilà un peu sur le panorama global auquel il faudrait rajouter des tendances un peu structurelles, on pourrait dire, à la marchandisation du monde associatif et aux modalités de financement par appel à projet, voire par marché public, qui contribuent à constituer les associations en prestataires de services publics et qui, là aussi, constituent une sorte de lame de fond qui n'incite pas, au fond, à mener un travail militant et de politisation ou de conscientisation. Alors on verra ce qu'il en est avec l'arrivée au pouvoir peut-être d'un nouveau gouvernement demain. Je me permets quand même de préciser que figure au programme du nouveau Front populaire l'abolition du contrat d'engagement républicain. Voilà, et donc peut-être qu'il faudra, dans les mois et les semaines qui viennent, faire pression pour que ces engagements ne demeurent pas lettre morte. Je pense en tout cas qu'il y a peut-être une opportunité. En tout cas, moi j'étais jusqu'alors relativement pessimiste quant aux perspectives notamment nationales de faire bouger les lignes dans le contexte politique jusqu'alors. Peut-être que là les choses vont un peu bouger. Deux derniers mots justement pour finir sur un peu dans ce contexte qui est quand même assez sombre pour les libertés associatives et les libertés publiques ces derniers mois et ces dernières années. Comment réagir? Que faire? Quelles sont les options stratégiques qu'on essaye de défendre avec la coalition pour les libertés associatives? Premier point, s'organiser. Un des éléments au fond qui ressort dans les stratégies de riposte, c'est que la répression isole. Je l'ai dit en fait tout à l'heure, un des effets, souvent une des stratégies des pouvoirs publics, c'est d'isoler, d'ostraciser au fond les acteurs que l'on cherche à disqualifier. Et donc face à cela, en fait, se serrer les coudes d'un point de vue interassociatif peut faire changer les choses. Et on l'a vu en fait très clairement, si on interprète la décision du Conseil d'État dans le cas des soulèvements de la Terre il y a quelques mois. Pourquoi les soulèvements de la Terre n'ont pas été dissous alors qu'au même moment la GAL, le Bloc Lorrain et la coordination contre le racisme et l'islamophobie ont été dissous? C'est notamment parce que les soulèvements de la Terre ont fait l'objet, à la différence de ces autres organisations, d'une solidarité interassociative et d'une mobilisation sans commune mesure, d'une certaine façon, qui aurait rendu la dissolution de cette organisation-là extrêmement coûteuse pour l'institution et derrière pour le gouvernement. À l'échelle locale aussi, on a des cas quand même de solidarité interassociative qui n'est pas automatique. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'organiser avec la coalition à la fois des formes de solidarité à l'échelle nationale, mais aussi au niveau local. Il y a des choses qui s'organisent aujourd'hui à Lille, à Brest,
à Grenoble, à Lyon, peut-être que vous en faites partie. Et voilà, et quand on est pointé du doigt, disqualifié comme antisémite, comme terroriste, comme séparatiste, avoir des gens d'autres secteurs militants qui viennent vous prêter main forte, qui peuvent contribuer à tenir un autre récit sur votre action militante, ça peut changer les choses. Deuxième élément, et je pense qu'on va y revenir, c'est le droit. C'est-à-dire que dans le contexte très défavorable qui est le nôtre, voilà, le droit demeure quand même un rempart tout à fait décisif. C'est pour ça qu'avec la coalition, on a essayé de monter ces derniers mois et ces dernières années un travail, notamment avec le syndicat des avocats de France, au fond, ce qu'on appelle le pôle autodéfense, d'accompagnement des associations qui sont ciblées par le contrat d'engagement républicain ou par d'autres formes d'attaques institutionnelles en particulier. Mais j'ai beaucoup insisté sur les institutions ici. Ça peut être des attaques aussi d'extrême droite, évidemment. C'est souvent le cas pour les assauts pro-palestiniennes, mais aussi de soutien aux réfugiés. Par exemple, le recours au droit, eh ben, parfois ça marche. Je l'ai évoqué. Décision du tribunal administratif à Chalon-sur-Saône, puis du Conseil d'État sur la première application du contrat d'engagement républicain contre le planning familial à Chalon-sur-Saône. Alternativa, ça a marché également. Et donc, voilà, on peut évoquer la non-dissolution des soulèvements de la terre. C'est pas parfait, mais quand même, ces victoires-là méritent d'être valorisées parce que, voilà, c'est quand même des luttes défensives, mais des luttes qui peuvent un peu changer les choses. Cet accompagnement juridique, mais aussi extra-juridique qu'on essaye d'apporter aux assos est d'autant plus important pour les petites associations. C'est-à-dire que les grosses assos, typiquement les soulèvements de la terre ou quand on a la LDH qui est attaquée, elles savent faire au fond. Elles ont des liens historiques avec des avocats, etc. Mais souvent des petites assos de quartier, en fait. Quand elles se retrouvent un peu dans l'œil du cyclone, qu'elles se retrouvent, elles se voient couper une sub, etc. Je prends un exemple très concret, banlieue de Rouen, l'ASTI, Association de solidarité avec les travailleurs immigrés, qui se retrouve aujourd'hui dans la tourmente, contrat d'engagement républicain. Pourquoi? Pour avoir participé à une manifestation interdite suite à la mort de Naël en juillet dernier, se voit aujourd'hui par la préfecture couper tous ses financements. Et derrière, quand la préfecture coupe les financements au nom du contrat d'engagement républicain, tous les autres financeurs suivent. Et donc, potentiellement, en fait, la mise en branle du contrat d'engagement républicain peut vouloir dire la mise à mort d'une association, en fait, hein, par effet de ricochet, pour quelque chose d'aussi anecdotique que participation à une manifestation interdite post-mort de Naël, en fait. Hein, au moment où on était en plein dans les émeutes, début juillet, etc., et que cet axe-là faisait de longue date un travail, justement, sur les discriminations, l'antiracisme, etc. Bon, moi, à mon sens, si on voulait mettre de l'huile sur le feu, on ne s'y prendrait pas autrement, mais typiquement, une asso comme l'ASTI a été contente de pouvoir, au fond, être mise en lien avec des avocats et de bénéficier d'une solidarité qui n'était pas évidente dans ce cas. Donc, s'organiser collectivement, le droit, mais malgré tout, tout ça, c'est quand même une lutte politique. Voilà. Alors moi, je disais, et je dis depuis des années que, à l'échelle nationale, je ne suis pas sûr que l'horizon soit extrêmement éclairci, même s'il y a des choses qui, depuis plusieurs mois, en fait, essayent d'être mises en place au Sénat, avec le groupe écologiste en particulier. À l'Assemblée nationale aussi, il y a des députés insoumis et écolos qui essayent de porter des propositions de loi d'abrogation de la loi séparatisme ou d'abrogation du CER, mais dans l'Assemblée nationale, jusqu'à présent, c'était compliqué à porter. On verra ce qu'il en est. Je crois qu'il est extrêmement important dans le nouveau contexte politique que la société civile fasse pression pour que précisément ces engagements soient potentiellement tenus. Quatrième élément, et nous on insistait beaucoup ces derniers mois, c'était de dire que tout ne se joue pas qu'à l'échelle nationale. Et que potentiellement, à l'échelle locale, quand même, les collectivités ont des marges de manœuvre et pourraient faire potentiellement mieux, en fait. Parce que ce qu'on documente avec l'Observatoire, c'est que, quand bien même, il y a des formes de variation partisane du traitement institutionnel des assos, les collectivités de gauche ne sont pas toujours exemplaires à l'égard des secteurs associatifs, y compris dans des municipalités très participatives, très société civile, etc. Il y a des formes de répression à l'égard d'associations qui se montrent critiques à l'égard de leur exercice du pouvoir. Donc là, on essaye de lancer, en fait, avec un certain nombre de collectivités, en fait, des formes d'expérimentation locale pour essayer d'inventer à l'échelle locale
un cadre institutionnel moins répressif et plus favorable, au fond, à l'auto-organisation associative, par les modalités de financement en particulier. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle, mais les collectivités peuvent être quand même des brèches dans un contexte national qui demeure compliqué. Et dernier point peut-être, c'est qu'il y a une bataille culturelle à mener, en fait, sur cette question des libertés associatives. Souvent, quand on parle coupe de subventions, difficulté d'accéder à des locaux, disqualification, en fait, ça émeut pas grand monde, en fait. C'est-à-dire qu'il est difficile de scandaliser autour de questions qui paraissent relativement anecdotiques face à des formes de répression beaucoup plus dures, et notamment les violences policières. Et donc là, il y a un enjeu, me semble-t-il, à constituer en problème public, à scandaliser et à constituer en question démocratique fondamentale cette question des libertés associatives et à poser la place des contre-pouvoirs associatifs au cœur de la conception démocratique que l'on veut défendre. Et probablement que les médias sont une brique essentielle dans cette bataille culturelle à mener. On l'a évoqué tout à l'heure sur la question palestinienne, où ce qu'on voit souvent, en fait, dans les dynamiques répressives qu'on observe, c'est que les sanctions ou les restrictions mises en place par les pouvoirs publics apparaissent souvent comme la conséquence de ce qu'on appelle une pression à la répression. C'est-à-dire que souvent, en fait, commence à émerger sur les réseaux sociaux, puis ensuite c'est repris sur les chaînes d'information en continu, une petite musique qui invite, au fond, à mettre en cause l'action de tel ou tel militant ou de telle ou telle association. Et c'est en réaction à, au fond, cette pression à la répression qui émane par en bas de certains secteurs, ça peut être de l'extrême droite, mais ça peut être parfois du printemps républicain, que les pouvoirs publics en viennent à mettre en branle effectivement des sanctions. Et donc là, il y a un enjeu aussi dans les formes de riposte possibles, à voir voilà, comment les médias peuvent faire partie des alliances à construire. Voilà, je reste là. Merci.